Cette vidéo présente un devoir utilisé pour une classe inversée qui introduit la liaison ionique. Vous trouvez donc des petites vidéos entrecoupées de questions qui ont été faites sur Moodle et qui permettent de récupérer les résultats des élèves. Au retour en classe, les notions sont résumées grâce à l'intervention des élèves, puis nous dessinons des composés ioniques et nous apprenons à nommer ces composés ioniques, notamment les sels diatomiques. Nous avons vu précédemment que les éléments se trouvant dans une même famille du tableau périodique, c'est-à-dire se trouvant dans une même colonne du tableau périodique, possèdent les mêmes propriétés chimiques. Nous avons vu que les métaux alcalins, les éléments de la première colonne du tableau périodique, réagissent violemment avec l'eau, par exemple. Les métaux alcalino-terreux auront eux aussi des réactions qui seront semblables, de même que les halogènes, l'avant-dernière colonne du tableau périodique, ont en commun la façon dont ils réagissent. Ce ne sont pas exactement les mêmes réactions dans le sens où ce ne sont pas les mêmes éléments, mais c'est le même type de réactivité chimique. Les gaz rares, nous l'avons vu, eux, ont une stabilité impressionnante qui fait qu'ils ne réagissent généralement pas. Le point commun entre des éléments de la même colonne du tableau périodique est la structure électronique externe. Nous avons pu voir que sur une même ligne du tableau périodique, une même période, nous avons le même nombre de couches électroniques. Ainsi, sur la deuxième ligne du tableau périodique, tous les éléments ont 2 couches électroniques. Sur la troisième ligne du tableau périodique, tous les éléments ont 3 couches électroniques. Le point commun dans la colonne est la structure électronique externe, dans le sens que si on regarde la première colonne, par exemple, tous les éléments ont un électron externe sur leur dernière couche. De même que pour la deuxième colonne, tous les éléments ont 2 électrons célibataires sur leur dernière couche, etc. C'est également le cas des gaz rares, même si au premier coup d'œil cela ne semble pas évident puisque l'hélium a une paire d'électrons sur sa dernière couche, tandis que le néon et l'argon ont eux 4 paires d'électrons sur leur dernière couche. Le point commun est qu'en fait on peut considérer cette dernière couche comme complète, dans le sens où si j'ajoute maintenant un électron à un atome d'hélium, eh bien ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir une nouvelle couche, et je vais passer à 2 couches. Si pour le néon, je rajoute un électron, je vais à nouveau ouvrir une nouvelle couche, et j'aurai 3 couches. On peut donc considérer que l'hélium, le néon, l'argon et les autres gaz rares ont en fait une couche électronique considérée comme complète, dans la mesure où on ouvrira une nouvelle couche si on rajoute un électron en plus. On appelle cela la règle du duet ou de l'octet, dans la mesure où pour l'hélium, on a 2 électrons sur la dernière couche, et pour les autres gaz rares, on a 8 électrons sur la dernière couche. La compréhension de la structure électronique externe des gaz rares est importante dans la mesure où les autres atomes, cherchant à devenir plus stables, vont en fait essayer de ressembler, d'obtenir la même structure électronique externe que les gaz rares. Prenons 2 exemples, le lithium et le fluor. Commençons par le fluor. Le fluor, possédant 9 électrons, a une structure électronique assez proche de celle du néon qui possède 10 électrons. Il lui manque donc un électron pour ressembler au néon. Notons toutefois que si le fluor acquiert un électron, il ne sera plus alors un atome neutre, puisqu'il aura plus d'électrons qu'il ne possède de protons dans son noyau. Il sera alors un anion qu'on appellera fluorure. Le cas du lithium est assez similaire, dans le sens où sa structure électronique est visiblement assez proche d'un autre gaz rare, en l'occurrence l'hélium. L'hélium possède 2 électrons externes, le lithium en a 3. Une stratégie pour ressembler à l'hélium est donc, dans le cas du lithium, de perdre un électron. Toutefois, à nouveau, si le lithium perd un électron, il n'aura plus le même nombre d'électrons que de protons, ne sera donc plus un atome, mais en l'occurrence un cation, c'est-à-dire un ion chargé positivement. On l'appellera cation lithium, le nom ne change pas, mais on sera obligé de préciser avant qu'il ne s'agit pas d'un atome, mais d'un ion, donc ion lithium ou cation lithium, et on indiquera la charge positive à côté. Reprenons donc les cas de notre lithium et de notre fluor. L'un cherche à acquérir un électron, l'autre cherche à céder un électron. Il est assez évident qu'ils vont pouvoir s'arranger et faire une réaction chimique ensemble, le lithium cédant alors son électron directement au fluor.
On peut représenter ceci simplement en utilisant les structures de Lewis, mettant en évidence donc l'électron célibataire sur la dernière couche pour le lithium, et puis les 3 paires et le célibataire pour le fluor. Le lithium donnant son électron au fluor n'a donc plus comme couche électronique externe que la précédente qui était complète, et le fluor, lui, a complété sa dernière couche. Rappelons que le nombre d'électrons et de protons n'étant plus le même, nous obtenons des ions. Le lithium étant positif, on l'appelle un cation lithium. Le fluor étant négatif, on l'appelle un anion, en l'occurrence l'anion fluorure. Les anions simples finissent par le suffixe ure. Nous avons affaire ici à ce qu'on appelle un composé ionique. Nous avons en fait quelque chose qui est lié, non pas physiquement, puisqu'il n'y a pas d'électrons partagés, mais par une attraction. Le lithium étant positif, il sera donc attiré par le fluorure qui est négatif et vice versa, et ils resteront donc ensemble. Nous avons affaire à un composé ionique. La formule de ce composé pourrait être donnée sous la forme LiF, comme s'il s'agissait d'une molécule, mais derrière se cachent donc en réalité 2 ions, le ion Li+, et le ion F-. La liaison ionique, telle que nous avons pu l'observer entre le lithium et le fluor, c'est-à-dire cette liaison ionique, ce transfert d'électrons, créant ainsi un composé ionique, c'est-à-dire quelque chose qui contient au moins 2 ions. Cette liaison ionique peut se faire entre un métal et un non-métal. Le métal deviendra le cation, il laissera partir son électron et se chargera positivement. Le non-métal récupérera le ou les électrons et se chargera négativement. Il formera donc l'anion. Le fait que les atomes d'une même colonne possèdent la même structure électronique externe va impliquer que lorsqu'ils formeront des ions, ce seront des ions qui porteront la même charge. On peut donc retenir que les éléments de la colonne 1A vont former des cations portant une seule charge positive. Les éléments de la colonne 2A chercheront à se débarrasser de 2 électrons et donc porteront 2 charges positives lorsqu'ils seront impliqués dans une liaison ionique. Les éléments de la colonne 3A possèdent 3 électrons sur leur dernière couche et donc chercheront à céder ces 3 électrons, ce qui fera que lorsqu'ils font des liaisons ioniques, ils formeront des cations 3 fois chargés positivement. Ainsi donc, les éléments de la colonne 7A, parmi lesquels nous trouvons le fluor pour lequel nous avons vu qu'il cherchait à obtenir un électron, auront tous ce comportement, auront tous besoin d'un électron pour ressembler à un gaz rare et formeront tous des anions chargés une fois négativement. Les éléments de la colonne 6A chercheront tous à obtenir 2 électrons et ainsi formeront des anions chargés 2 fois négativement. Et les éléments de la colonne 5A chercheront à acquérir 3 électrons, ce qui fera d'eux des anions 3 fois négatifs lorsqu'ils seront appliqués dans des liaisons ioniques. Rappelons que les ions négatifs finissent en ure, ainsi donc nous aurons affaire à du fluorure, du chlorure, du bromure. Quelques exceptions, l'oxygène s'appelle oxyde, l'azote s'appelle nitrure, le phosphore s'appelle phosphure et le soufre s'appelle sulfure. Les éléments de la colonne 4A sont rarement appliqués dans des liaisons ioniques. Toutefois, lorsqu'ils le sont, eh bien, ils pourront soit devenir 4+, soit 4-. Cela va dépendre de l'élément avec lequel ils formeront une réaction chimique. Concernant les éléments de transition dans le tableau périodique, ainsi que quelques métaux, il ne sera pas suffisant de connaître leur position dans le tableau périodique pour connaître leur charge lorsqu'ils forment des ions. Il faudra aller un petit peu plus loin car la plupart d'entre eux peuvent prendre plusieurs charges. Si on prend l'exemple du manganèse, il peut prendre les charges 3+, 4+, 6+, ou 7+. Il faudra donc analyser la formule du composé ionique pour déterminer quel manganèse est dans ce composé. Par exemple, si la formule du composé ionique est MnCl2, cela signifie qu'il contient 2 chlorures. Nous avons un composé ionique contenant 2 chlorures, chacun chargé une fois négativement. En face, le manganèse, lui, doit donc porter la charge de plus, puisque notre composé ionique est neutre. Si la formule de mon composé ionique est MnCl7, à ce moment-là, contenant 7 chlorures, chacun chargé une fois négativement, le manganèse devra donc porter la charge 7+. Petit bonus pour vérifier que vous avez bien compris. Trouvez maintenant la charge du manganèse dans les molécules MnCl3 et MnO. Mettez sur pause.
Et voici la réponse. Pour MnCl3, il y avait 3 ions chlorure, donc 3 charges négatives, d'où le fait que le manganèse était 3+. Mais dans le cas du MnO, il n'y avait qu'un seul ion oxyde, mais un oxyde est 2-, donc le manganèse était cette fois 2+.